Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, un paradoxe purement français. L'emploi augmente, tout comme les investissements et le pouvoir d'achat, et pourtant très peu le ressentent. Alors pourquoi perception et réalité ne font pas bon ménage? Que nous dit ce pessimisme généralisé de l'échec de nos politiques? Et à quand remonte la période où les Français se disaient heureux? Décryptage à suivre sur ce plateau. La société médiatique et politique a-t-elle cédé la place à la dictature du sarcasme? Un livre est au cœur du débat public depuis quelques jours. C'est celui de Frédéric Becbédé. Le romancier règle ses comptes avec France Inter, dont il a été viré après une chronique où il s'est sabordé en direct. Il est notre grand témoin ce soir. Et avec lui, un débat exceptionnel avec des humoristes, avec des élus. Rire et politique, dérision dangereuse. L'insolence, le ricanement. Sont-ils en train de jeter le discrédit sur nos démocraties? Quel est le pouvoir de l'humour dans la France d'aujourd'hui? Faut-il être drôle? Absolument. La drôlerie est-elle devenue obligatoire? On en parle dans un instant sur ce plateau. Voilà pour le programme. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Frédéric Becbédé, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes notre grand témoin. Vous allez passer 1 heure sur ce plateau en notre compagnie. Vous êtes écrivain, les Français vous connaissent bien, chroniqueur au Figaro et plus à France Inter, parce que vous avez été congédié de façon... Quoique, je suis toujours au masque et la plume. Ah. Une fois par mois, oui, oui. Donc ils vous ont gardé au masque et la plume. Oui, bon. pour l'instant. Congédié de façon assez radicale, en une journée, après une forme de suicide en direct, il faut le dire, sur les ondes, avec une chronique, les Français le savent maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé, ça fait l'objet de beaucoup d'articles, que vous avez totalement improvisé en direct. Vous direz comment, avec le recul, vous regardez ce geste-là. Vous publiez aujourd'hui un livre qui est au cœur du débat politique. Vous le voyez, c'est ce petit homme qui est tout jaune, un emoji. On peut dire que c'est l'homme qui pleure de rire. En tous les cas, il est hilar. C'est chez Grasset. On va en parler longuement. On va parler, au fond, des relations entre les politiques et les humoristes. Est-ce que le rire est en train au fond, d'envahir le débat public? On le fait dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, les chiffres économiques, de la situation économique qui s'embellissent. Et ce paradoxe français, cette semaine, les bons chiffres du chômage ont été publiés dans l'indifférence quasi générale, même si quelques journalistes en ont parlé. Et la perception de l'avenir, elle est toujours assez morose, assez noire, assez pessimiste. Bonsoir, Olivia Grégoire. Bonsoir. On en parle avec vous ce soir. Vous êtes députée de La République En Marche de Paris, vice-présidente de la Commission des finances ici à l'Assemblée nationale. Et bienvenue, Claudia Sénic. Vous êtes économiste, professeure à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, spécialiste de l'économie du bonheur. Une note remarquée que vous avez publiée il y a quelques jours pour le Conseil d'analyse économique, je la signale, sur le bien-être et territoire. Vous nous en parlerez enfin. Bonjour et plutôt bonsoir Richard Verly, chroniqueur dans cette émission et chroniqueur pour le quotidien suisse Le Temps. Alors voilà pour les présentations, je vous donne la parole dans un instant. Celui qui nous plante le décor à sa manière, comme tous les soirs, c'est Stéphane. Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris. Frédéric Becbédé sur LCP. Incroyable. C'est déjà un événement, c'est déjà peut-être une source de buzz, on verra. Bonsoir Stéphane, si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, les Français ne sont jamais contents. C'est pas Richard, notre ami suisse, qu'on va l'expliquer, il le sait déjà. Mais ce qui est paradoxal, c'est que s'il y avait une crise économique en ce moment en France, on le comprendrait. Or, c'est tout le contraire. Le chômage, vous l'avez dit, est au plus bas depuis 10 ans. Est-ce que ça réjouit les Français? On n'a pas tellement l'impression. Pareil pour le pouvoir d'achat. L'INSEE nous dit l'an dernier, l'augmentation du pouvoir d'achat n'a jamais été aussi forte depuis 12 ans. Bon, ça réjouit les Français autant que la baisse du chômage, c'est-à-dire, encore une fois, très modérément. Alors, même d'autres indicateurs, la croissance. On a plus de croissance que l'Allemagne. On a été complexé si longtemps par rapport aux Allemands. On est devant les Allemands. On ne s'en réjouit pas non plus. Tout le monde se rend compte que ça va mieux en France. Les investisseurs disent que la France est le pays, en Europe en tout cas, où c'est le plus intéressant d'investir. Donc, tout va bien. Tout le monde le reconnaît, sauf les Français. Parce que eux, les Français, on leur dit « mais vous en pensez quoi de l'avenir » Pour 77%, 77%, voilà, c'est énorme. Ils disent que non, moi je n'ai pas confiance dans l'avenir économique de mon pays. Donc les Français ne sont pas contents, mais il y en a un autre qui n'est pas content, à force.
À force, ça énerve, forcément. Vous avez que des bonnes notes, vous pensez recevoir un prix. Je vous vois venir. Et ben voilà, c'était notre président qui donc était devant des jeunes à Amiens et qui leur a dit, écoutez, ça suffit maintenant. Hein. On a l'impression, si on s'écoute collectivement, si on branche la radio, qu'on allume la télé, que tout est terrible. Enfin, on parle de conditions étudiantes, comparons la France aux autres pays. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même, dans les commentaires qu'on a en permanence. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter? Pas du tout. Est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets? Faux. Voilà, alors si l'économie va mieux, pourquoi ce mécontentement? C'est très simple, Myriam, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que c'est comme la météo. Bah oui, regardez, la météo a tout compris. L'émission la plus regardée en France, c'est le bulletin météo. Donc vous savez que pour les températures, maintenant, il y a 2 chiffres. Le chiffre officiel et le chiffre ressenti, qui généralement est une température beaucoup plus basse que le chiffre officiel. C'est pareil pour l'économie. Donc l'indice officiel, il est au beau fixe. Et en revanche, le ressenti des Français, il dit non, je sais pas, grisaille, on voit pas le soleil. Mais alors comment vous expliquez que le ressenti ne soit pas raccord avec l'officiel? C'est l'intérêt du ressenti. Il n'y a que vous qui pouvez dire ce que vous ressentez. Donc ça évite, ça coupe court à toute conversation. Mais on peut regarder malgré tout les chiffres de manière plus générale des sondages. Et on voit que malgré tout, le mécontentement, l'inquiétude pour l'avenir, il se concentre sur 3 catégories d'électeurs. Ceux qui votent écolo, ceux qui votent Le Pen et ceux qui votent Mélenchon. Alors bon, les écolos, on peut comprendre. On nous dit que l'économie va mieux. Généralement, ça va moins bien pour la nature. Ça les inquiète. Mais pourquoi les électeurs de Le Pen, pourquoi les électeurs de Mélenchon ne se réjouissent pas des meilleurs chiffres économiques? On a l'impression qu'en France, il y a une partie de la population, notamment dans cette catégorie-là, qui, plutôt que des réformes pour améliorer les choses, se dit la meilleure solution aujourd'hui, ça serait une bonne révolution pour changer tout d'un coup, faire table rase, recommencer, mais vous savez, sur de bonnes bases. Donc, forcément, dans un pays où vous faites la fête nationale le 14 juillet, c'est sûr que la révolution, il y a toujours un peu l'idée que ça serait finalement il y a beaucoup de présidents, Emmanuel Macron d'ailleurs assez récemment, qui rappellent qu'au fond, nous sommes un peuple régicide. Et oui, mais on l'a encore vu, je crois que cette semaine, il y avait des manifestants qui ont promené la tête de Macron au bout d'une pique. D'ailleurs, Robert Badinter a poussé un grand coup de gueule hier en disant que ça devenait non seulement n'importe quoi, mais complètement inadmissible. Alors, pourquoi ça se concentre à ce point-là sur Macron? On le sait, parce qu'en France, tous les pouvoirs se concentrent sur le président de la République. Puisque c'est lui qui décide de tout, c'est normal qu'on le tienne responsable de tout. Alors, je vais vous montrer une courbe qui est la courbe du moral des Français depuis 2007. Donc, ça paraît un peu compliqué à comprendre. C'est simple. La barre horizontale, c'est la différence entre optimiste et pessimisme. Dès qu'on est sous la barre, on est dans le pessimisme. Donc, vous voyez que la France, depuis 2007, passe constamment son temps dans le pessimisme. Il y a seulement 3 moments où il y a un petit pic d'optimisme. C'est juin 2007, l'élection Sarkozy, juin 2012, celle de Hollande, et juin 2017, celle de Macron. Donc, pendant un mois, les Français sont optimistes. On a trouvé le gars qui va nous sauver. Un mois plus tard, ils veulent lui couper la tête. Donc il y a peut-être une recherche de ce truc-là en France. Le pouvoir, la construction de la Ve République fait qu'un seul homme décide de tout. Tant qu'on aura un monarque à l'Élysée, on aura envie de lui couper la tête. Il y a beaucoup de choses dans le papier de Stéphane. Merci. Olivier Grégoire. J'essaie de parler vite, important. Vous savez mieux que personne qu'en politique, la perception, c'est la vérité. Il faut quand même tenir compte de ça, c'est primordial. On ne peut pas dire ça quand même. D'une certaine façon, c'est une forme de données qui compte. La perception prend le pas sur la vérité éventuellement. En tout cas, on peut dire une vérité c'est provocateur de le dire comme ça, mais en tout cas, vous devez en tenir compte. Est-ce que vous considérez que ces chiffres-là de ressenti, c'est un peu votre échec? Alors non. Et je vais commencer par répondre à la fin de votre chronique que j'aime en général beaucoup, et en plus ce soir évidemment, mais le président fait l'objet d'énormément de critiques et d'une violence incommensurable. Merci à Robert Badinter d'avoir rappelé certaines évidences. Mais les parlementaires ont aussi leur petit lot. C'est vrai. On n'a pas nos visages sur des pics encore, mais on a, et je pense à une de mes collègues, des femmes parlementaires, je pense à Michèle Perron, par exemple, pardonnez-moi, qui la semaine dernière, pendant ses vœux, s'est fait physiquement agresser. Il a fallu que le maire et les forces de police interviennent. La personne en était à lui mettre les mains autour du cou en essayant de l'étrangler. Il y a eu des permanences saccagées, il y a même des locaux qui ont été incendiés. Stéphane, si vous voulez bien. La permanence, non mais parce que là c'est notre intégrité physique. Et pour une femme c'est un autre sujet. D'aller dans votre sens. Non mais ce qu'il y a c'est que la permanence, moi aussi on m'a tagué ma permanence avec écrit, je peux vous le dire, et pardonnez-moi, trou du cul sur mon visage. C'est pas grave, on apprend à vivre avec. Les messages d'insultes sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Donc là vous dites qu'il y a un cran en fait, c'est un cran qui est dans la violence. Ça reste du matériel. Quand on s'attaque aux femmes et aux hommes, ça passe un autre cap. Et je crois que
autant je suis la première à rire et j'aurai plaisir à rigoler avec les grands professionnels qui sont autour et qui seront autour dans la deuxième partie, autant là, je rigole pas du tout. Et c'est inquiétant. Je vais revenir à votre question de perception. La perception n'est pas la réalité, mais je pense qu'on aura le loisir à vous écouter. Mais quand on est élu... C'est pas nouveau. Et moi, je vais redescendre un peu dans le temps. Je vais même aller avant 2007. Et je pense que vous le savez mieux que moi, madame. Nous avons un pays charmant qui est depuis, 20 ans. Une vingtaine d'années, moi je regardais déjà les études européennes et mondiales en 2002. Nous sommes les champions du monde du pessimisme. C'est pas nouveau, ça date pas de Macron, ça date même pas de Hollande et ça date pas de Sarkozy. Nous avons des chiffres de pessimisme, et ce sont des études globales faites dans le monde entier, où bien souvent nous sommes encore plus pessimistes que les Slaves, voire que les Russes, et ce, peu importe les présidents. Donc ça vous dépasse, vous ne pourrez pas tendre le coup à ces enquêtes. Non mais c'est pas ça, c'est que d'abord, quand on entre en politique, on sait qu'on rentre dans ce champ-là. Depuis 20 ans, c'est pas que la faute du président. Vous lui demandez s'il se sent responsable, mais elle vous dit non. Non, j'ai bien entendu. Mais comme elle me connaît, Myriam, et que je suis pas du genre à me défausser, je vais aller au bout de la réponse. D'abord, c'est un marqueur, et j'aurai plaisir à vous écouter, parce que je trouve qu'il est intéressant d'écouter des professeurs qui travaillent de longue haleine sur ces sujets-là. C'est un marqueur français. Moi, je parle de maniaco-dépression française. Lisez le bouquin d'Oliven sur le merveilleux malheur français. Tout gros budget de la sécurité sociale, 20 milliards. Alors, premièrement, ça fait longtemps. Moi, ce qui m'inquiète, et je vous rassure, je m'arrête là, mais j'aimerais qu'on en reparle après, c'est que pour moi, on a passé aussi un cap. On est passé, sur ces chiffres, de la défiance au déni. Je prends un exemple. Les baisses d'impôts. 16 millions de foyers fiscaux sur 17 millions ont reçu un email de la direction des finances publiques entre le mois de septembre et le mois de janvier. Soit pour leur dire votre impôt sur le revenu baisse, soit pour leur dire vous payez moins de taxes d'habitation ou taxes foncières pour les autres. En septembre, je comprenais que 15% seulement des Français disent ok, il y a des baisses d'impôts, j'y crois. Ce qui veut dire que 85% n'y croyaient pas. Elles n'étaient pas sonnantes et trébuchantes. Je pouvais comprendre que dans la défense. Mais en janvier, c'est différent. En janvier, c'est fait. On a reçu un email. Vous, moi, mes voisins, ma concierge, mon ami, tout le monde autour de moi. 16 millions sur 17 millions. Et quand vous allez sur le marché, on me dit mais non. Je dis mais là, si. il faut quand même... Et on me dit mais non. C'est plus de la défiance. Mais ça ne vous interroge pas, vous, en tant que représentante élue? Mais vous voyez bien. Non, mais c'est quoi? C'est que la communication, l'explication, la pédagogie, c'est plus profond? C'est beaucoup plus profond que de la communication. C'est une problématique, je pense, vous savez, on parle souvent de méthode Coué ou de self-fulfilling prophecy en bon français. Il y a des pays, je pense aux Espagnols, je pense aux Asiatiques, qui sont dans un self-fulfilling prophecy positif. C'est-à-dire, ça va pas, c'est la crise. Je pense à l'Espagne il y a 5 ans ou au Portugal. Ça va pas, c'est la crise. Mais on va y arriver, on va s'en sortir. Self-fulfilling prophecy, on y croit, méthode quoi et tout. Prophétie autoréalisatrice. C'est l'inverse. Voilà. Ça va pas, alors que ça va mieux, mais non, ça va pas. On est dans le schéma. Vous l'avez reçu d'ailleurs, cet email? Je crois, oui, je crois. Oui. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, le président de la République avait publié un livre avant son élection intitulé Révolution. Donc aujourd'hui, évidemment, il récolte un peu peut-être ce qu'il a semé. Oui, c'est un pays révolutionnaire et en plus, il a promis une révolution qui a peut-être pas tout de suite eu lieu ou qui est difficile à organiser. Deuxièmement, en tant que romancier, je suis forcé d'avouer que le pessimisme, c'est plus esthétique. Que écrire sur le bonheur est très difficile. Ça demande un talent inouï que je n'ai pas. Et moi, mes livres, ils sont mélancoliques. Je me plains, je me lamente. Mes personnages sont déprimés. Typiquement français. Et donc, je pense que c'est aussi lié avec à ça. la chronique. Une question que je poserai à Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas un travers aussi peut-être de la presse qui, en tant que quatrième pouvoir, se sent un peu dans la nécessité de critiquer parce que c'est plus valorisant, de pointer ce qui va mal, parce qu'elle a plus l'impression de faire son travail. C'est même pas faire son travail, c'est qu'est-ce qui fait de l'audience. C'est pas les bonnes nouvelles. On va en parler tout à l'heure. C'est pareil sur les humoristes. Un humoriste ne va pas flatter le pouvoir. Il est presque, par essence, obligé de se foutre de la gueule du pouvoir en place. Je voudrais me tourner vers l'économiste que vous êtes, Claudia Sénic, pour essayer de comprendre ce décalage entre les indicateurs, qui sont plutôt bons, et la perception des Français. D'ailleurs, il y a plusieurs types de perception. Perception sur l'avenir du pays, perception sur sa situation à soi. Déjà, quelles sont les données que vous avez? Nous, on a un observatoire du bien-être au CEPREMAP que je dirige avec Yann Algan et Andrew Clark, des collègues de l'École d'économie de Paris, et de Sciences Po. Et donc, on suit tous les trimestres le moral, le bonheur, l'optimisme ou pessimisme des Français. Donc, on peut tracer des courbes comme celles que vous avez montrées. Enfin, je regardais avec la mienne, ça colle. Et donc, on voit qu'on pose des questions sur est-ce que vous vous sentez heureux, est-ce que vous êtes content de votre vie, est-ce que vous pensez que la génération suivante vivra mieux que la vôtre?
Est-ce que vous pensez que la prochaine génération, donc en France et aussi en Europe, vivra mieux que la vôtre? C'est des questions qui essayent de saisir l'optimisme ou le pessimisme. Donc, on voit qu'il y a une tendance de fond, enfin, vous l'avez dit, c'est vrai que toujours, vous prenez les Belges dans les conditions de vie des Français, ils sont déjà un échelon supérieur sur l'échelle du bonheur, sans rien changer d'autre. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance d'insatisfaction latente qui ne dépend pas des conditions de vie. Je ne dis pas que les conditions de vie sont toujours satisfaisantes, je dis que, quelles que soient ces conditions d'existence objectives, il y a toujours une espèce de déflation. On peut le mesurer en pourcentage, une sorte de socle. Dans votre étude, c'est qu'il y avait, c'est que quand on demande aux Français, vous, votre vie, est-ce que vous en êtes satisfait? Mais genre 80%, voilà. C'est 8 sur 10, disent, ouais, moi, ma vie, ça va, ma famille, mes proches. Voilà. Donc c'est dès qu'on leur demande le truc de leur pays, ça il y a un pessimisme sur le collectif, c'est-à-dire pour l'avenir du pays, l'économie du pays, la prochaine génération, tout ce qui est collectif, il y a un pessimisme et une insatisfaction. Et en revanche, pour le côté personnel, ça va. Il y a eu ce sursaut dont vous avez parlé là, en juin 2017, où là, en fin de compte, l'écart s'est comblé. Il n'y a plus de différence. En fin de compte, les gens qui étaient optimistes pour l'avenir et la prochaine génération, c'est passé de 20% à la moitié de la population. De même, les gens qui étaient contents de leur vie, ça a complètement augmenté. Et même pour la prochaine génération en Europe, alors que c'était le moment du Brexit, ça a fait un... Mais donc, ça veut dire que tous ces indicateurs, le pouvoir d'achat, les impôts, c'est pas rien quand même, hein, les investissements qui reviennent, et donc qui fait que le chômage commence à baisser. Non, ça marche, ça ne suffit pas du tout pour évaluer, mesurer le bien-être. Il y a deux choses. Il y a une tendance et après, il y a un cycle. Donc la tendance, c'est que c'est vrai qu'en France, elle est plus basse qu'ailleurs. Par contre, le cycle, le bonheur des gens, la satisfaction, l'optimisme, ça suit quand même le cycle des affaires. C'est-à-dire que les courbes, là, si on faisait un zoom, ça fait quand même comme ça. Quand l'emploi augmente, quand le revenu augmente, les gens sont plus contents, ils ont des anticipations. Donc c'est quand même, il y a une corrélation. Si on regarde quand même décembre 2019, là, la courbe de l'optimisme sur ma petite feuille... Est-ce qu'il y a un temps de décalage entre la bonne nouvelle et le... Même sur le moral augmente. Le moral augmente. Comment on mesure, d'un mot, parce que... les gens s'auto-évaluent. On voit dans votre étude que vous avez aussi pris un certain nombre d'indicateurs, la mobilisation des gilets jaunes, la variation du taux d'abstention, le mal-être déclaré. Dans cette étude sur le bien-être et les territoires en fonction du lieu d'habitation. Comment on s'y prend? Donc là, c'est une étude sur vraiment l'impact des conditions de vie très locales des gens sur leur bien-être ou leur mal-être, et puis après leur comportement politique. Donc on mesure comment évolue la note que les gens se donnent à eux-mêmes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? De 0 à 10, ils se mettent une note, et puis après nous, on regarde tout ça en agrégé, on voit. Après, on a regardé l'évolution au cours du temps, entre 2012 et 2017, de l'abstention aux élections présidentielles, qui est quand même un signe des affiliations, des affections. Et on a regardé la probabilité d'avoir un événement gilet jaune dans la commune. C'est une étude qui est faite commune par commune sur les 10 dernières années, pour voir comment ces 3 indicateurs de mal-être avaient évolué au cours de la période. Est-ce que vous regardez, observez? Et on regarde si on peut rattacher ça à des choses qui sont vraiment locales, à savoir, est-ce qu'il y a des commerces et des services privés ou publics qui ont fermé? Est-ce qu'il y a des écoles qui ont fermé? Est-ce que l'emploi a baissé dans la commune? Est-ce que les impôts ont augmenté dans la commune? Est-ce que les associations, il y en a moins dans la commune? Bref, est-ce que la vie se retire localement ou est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que je peux... Voilà. Et donc, on voit que effectivement, ces conditions de vie vraiment... de ce qui se passe autour de moi. C'est pas si moi je suis en emploi ou pas, c'est est-ce que l'endroit où je suis, le taux d'emploi diminue. Même si moi je suis en emploi, c'est déprimant de se dire que les services publics se retirent ou les lieux de socialisation. Voilà. C'est ce que vous montrez bien, une sorte de cartographie du malheur. C'est le côté miroir, parce que si la courbe que nous a montré Stéphane, à chaque fois ça monte en période d'élection présidentielle, comme par hasard, c'est la période où les candidats disent tous aux Français, vous êtes formidables, on vous promet plein de choses. Donc au fond, les Français adorent être flattés. Ils vont bien quand on les flatte. Non, mais on leur propose un projet et c'est par contre, alors, ils mettent en œuvre le programme, si tant est qu'ils le fassent, ce que Macron essaye de faire, le pessimisme revient. Donc il y a quand même une forme de paradoxe. D'avancer parce qu'on s'est posé une question, puisque vous dites que ça ne date pas d'hier. À quand remonte, au fond, la période où les Français se disaient pleinement heureux? C'est Rabika qui a mené l'enquête. Pour voir des Français heureux, il faut remonter à 1960. À l'époque, tout semble possible. La France s'industrialise, la croissance flirte avec les 6% et le taux de chômage est quasi nul. Les Français découvrent la société de consommation. Premiers électroménagers, premiers téléviseurs achetés en masse. Qu'est-ce que la télévision? À tous ceux qui se posent encore cette question, le cinéma apporte aujourd'hui une réponse. Et puis, les Français font des bébés, beaucoup de bébés. C'est le baby-boom. Bref, la France a le moral. Alors les sondés français expriment une confiance dans l'avenir collectif uniquement pendant la période dite que j'ai appelée les très heureuses, entre 1962 et 1975. Il ne s'agit pas de dire que c'est un âge d'or et que tout le monde est heureux, mais les réponses des sondés sont plus positives.
Une embellie de courte durée, le premier choc pétrolier de 73 signe un coup d'arrêt brutal à cet optimisme ambiant. Depuis, les Français ont le moral dans les chaussettes, les études le montrent, sur l'échelle du bonheur, les Français restent à la traîne et culminent en tête du classement mondial des pays les plus pessimistes, loin derrière les Scandinaves. Les inégalités en Suède, on parle souvent du modèle suédois, ou dans les pays scandinaves, sont nettement moins accentuées qu'en France. Et donc cette faiblesse des inégalités, cette réduction des inégalités, elle permet d'avoir en tout cas des taux de satisfaction relevés dans les sondages qui sont plus élevés. Mais cela n'explique pas tout. À niveau égal, les Français croient moins en l'avenir que leurs voisins. Y aurait-il une culture du pessimisme à la française? Chez les élites, je dirais qu'il y a peut-être effectivement un tropisme culturel, une tendance dans laquelle le pessimisme serait mieux vu que dans d'autres pays. Finalement, il serait vu comme une forme de lucidité. Mais les Français ne sont pas condamnés au pessimisme. Pour preuve, le moral des ménages rebondit depuis 2 ans. Voilà, y aurait-il une culture du pessimisme à la française? Elle est pour vous la chronique qu'a préparée Richard Verly, parce qu'il s'est penché sur la littérature étrangère, le malheur français vu par les écrivains européens. Alors effectivement, Myriam, ce qui est frappant, c'est que quand on se plonge dans les livres d'écrivains qui ont sillonné la France, ils sont tous frappés par ce goût non seulement pour le malheur, mais pour la colère. Et en fait, ça va ensemble. Alors je vais commencer par Mark Twain, vous savez, l'auteur américain des Aventures de Huckleberry Finn, qui est en France en 1880. On est bien avant 1960. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit sur une chose, les Français restent inégalables. L'esprit de massacre semble leur revenir de droit divin. Juste avant, il comparait les Français aux Indiens Comanches en disant qu'ils ne parviennent jamais à s'entendre. Il adore les Françaises qui sont les plus belles femmes du monde, mais il ajoute avec une véritable pique ce tempérament de cette population qui aime tellement les duels, à l'époque c'est au sens propre, et qui est incapable de calme, contrairement aux Anglais, évidemment. Un peu plus tard, en 1900, avec Henry James, un autre romancier américano-britannique, il visite les châteaux de la Loire, c'est la douceur supposée incarnée, il est devant les toiles de la Renaissance, et qu'est-ce qu'il constate? Il dit toujours la turbulence, les passions, les haines, les trahisons, les faussetés, les contrastes violents, et ce goût infini des Français pour un point de vue dramatique et l'accumulation d'horreur. Il dit c'est ça, l'éternité massive de la France. Alors, plus tard encore, récemment, alors. On est juste avant 1960, on est dans les années 50. Herbert Lüthi est un journaliste suisse-allemand qui est un grand ami de Raymond Aron qui le publiera en français son livre « À l'heure de son clocher ». Il dit « Voyager en France, c'est buter sans cesse sur une personne qui s'accroche de toutes ses forces et de toute sa ruse à ses tourments, à ses habitudes et à ses erreurs. Ces désillusions accumulées doivent toujours éclater afin qu'il soit possible de surmonter le dépit et de repartir. » Et c'est ça le moteur français. Il a été identifié dans son livre « Révolution française » par l'actuelle correspondante de The Economist, Sophie Peder. Elle est en France, c'est une observatrice extrêmement précise de la France. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Les Français se plaignent parce qu'ils ont besoin de croire indispensable la révolution. » On y revient. Il leur faut le malheur d'aujourd'hui pour justifier leur combat dans un combat évidemment glorieux, afin de se dépasser. Le malheur en France, c'est le pétrole, c'est le carburant français. Oh là là. Frédéric Becbédé, le mot de la fin, c'est notre carburant. On ne peut pas lutter contre nous-mêmes. André Gide avait dit on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. C'est très compliqué d'écrire sans être niais sur quelqu'un d'heureux. Et donc le désespoir, je pense vraiment, c'est un moteur. Sur le plan, je parle littéraire. Après, moi, j'avais fait une suggestion au président de la République. Hein. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. On y vient. La solution, on la connaît. Je lui ai dit de légaliser le cannabis. Comme ça, les gens seraient beaucoup plus détendus dans ce pays. Et en plus, ça il a ouvert la voie sur le cannabis thérapeutique. Hein. On peut renforcer certains mauvais tripes, vous me l'accorderez. Donc, on va être quand même vigilant. Il y a une note du CAE sur la libéralisation de... C'est vrai. Merci beaucoup Claudia Sénic, merci Richard. Vous restez avec nous, on va essayer peut-être de rire un peu ou pas avec votre livre. Pas trop. Non, vous restez avec nous également, Olivia Grégoire. On en vient donc à notre grand débat et ce livre, ce pavé dans la mare hein, que vous jetez parce que au fond tout le monde n'arrête pas d'en parler. Ça a suscité un vrai débat public parce que vous allez très loin. Vous dites qu'il y a une forme de fascisme qui serait à l'œuvre. Un discours aussi drôle soit-il, il ne peut pas te montrer du doigt. Il ne peut pas. Il reconnaît lui-même être un élément de cette génération. Vous plaidez aussi coupable, vous avez fait partie de cette société du spectacle, vous nous direz si vous en êtes encore aujourd'hui. Les humoristes et les politiques ont-ils toujours fait bon ménage ou pas? Avant d'accueillir nos invités, vous allez le voir, ça vaut la peine. Voyez le sujet d'Hélène Bonduel et d'Ahmed Tazir. Savez-vous qu'en cas d'échec au permis de chasse, M. Apathy,
il faut parfois attendre 4 mois pour pouvoir leur passer. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop cher. Les jeunes ne peuvent pas s'offrir une telle dépense. Et les jeunes, ils ont besoin de tirer, de vider les douilles. L'image d'un politique qui rit face à un humoriste n'est pas nouvelle. Depuis des années, ils y sont confrontés lorsqu'ils participent à une interview à la radio ou à la télé. Mais souvent, les politiques rient jaune face au sarcasme des humoristes. Dans son dernier livre, Frédéric Becbédé, qui a officié sur l'antenne de France Inter, dans une chronique matinale, pointe du doigt les rapports entre les politiques et les humoristes, principalement ceux de son ancienne maison. Y a-t-il une dérive de ce qu'il appelle la machine à vannes? L'humoriste s'est-il transformé en militant? Alex Vizorek, humoriste chez France Inter, s'en défend. Quand je dis j'ai une sensibilité de gauche, jamais je vais inciter les gens à voter pour d'autres gens. Ma façon de travailler, c'est qu'il faut absolument que je sois drôle. Mon avis ne doit pas prévaloir sur la drôlerie de ce que je raconte. Oh là là, voilà. Humoristes et politiques peuvent-ils cohabiter sur un même plateau? Jouent-ils vraiment à armes égales? Le problème des politiques, c'est qu'ils veulent gagner sur toute la ligne. C'est-à-dire que quand on leur sert, ils sont très contents qu'on les voit rire avec nous, type Sarkozy avec Gérard, où il tape dans la main quasi à la fin, qu'est-ce que tu m'as fait rire quand tu m'imites, machin. Et quand on est plutôt la dent dure, alors ça leur va pas non plus, parce que du coup, ils peuvent pas répondre. La fameuse phrase de Becbédé, on ne débat pas avec un clown. Une carte blanche parfois à la dérive, que condamne fermement dans son livre Frédéric Becbédé, comme quand l'humoriste Charline Vanhoenacker ironise sur le viol face au ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, alors qu'il vient d'être blanchi par la justice. Et t'as des casseroles à nous avouer? Non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Donc c'est bon, fonce mon gars! On est avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme t'es encore au compte public, on te fait un rabais. Tu nous files 200 boules de la main à la main. Ça nous paye le resto, on est quitte. On est parti? Silence. Tout est possible puisque vous pouvez être comique manifestement. En 2009, c'est une chronique de Stéphane Guillon sur le comportement de Dominique Strauss-Kahn avec les femmes qui ulcère l'invité, arrivé sur le plateau quelques minutes après. Les responsables politiques ou les responsables d'action publique comme moi ont le droit, même le devoir sans doute, d'être critiqués par les humoristes, mais l'humour c'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté. Les politiques ont-ils finalement à y gagner ou à y perdre de se confronter à un billet d'humour? Moi, je pense qu'ils ont tout à y gagner s'ils le gèrent bien, et certains l'ont compris. Donc il ne faut ni être trop dans le brocardage du comique à la fin, ni être trop dans le « qu'est-ce que vous me faites rire ». Je pense qu'il faut trouver un peu le compromis, accepter cette façon-là d'être critiqué. France 2 avait tenté l'expérience dans l'émission politique. La carte blanche humoristique de Charline Vanhoenacker en fin d'émission avait plutôt refroidi François Fillon, invité ce jour-là. Humoriste et politique sur un même plateau, la chaîne a depuis mis fin à cette cohabitation. Et pour débattre de ce sujet rire et politique, un magnifique plateau. Bonsoir François Rollin. On est ravis. C'est déjà une première que vous soyez là. Qu'est-ce que vous voyez de magnifique sur ce plateau? Voilà, il y a beaucoup de gens que j'apprécie, je le dis. Alors, vous êtes comédien, vous êtes scénariste, vous avez contribué à de nombreuses émissions, de nombreux spectacles aussi. On peut citer Palace, Le Grand Mezzé, Les Guignols de l'info, dont vous avez été l'un des premiers auteurs. Vous êtes à l'affiche. Pas l'un des premiers auteurs, l'un des créateurs, l'un des 3 créateurs. C'est corrigé. Du prochain film très attendu par beaucoup de personnes à LCP, beaucoup de Français, d'Alexandre Astier, Kaamelott. Et vous avez travaillé à France Inter. Ça nous intéresse d'avoir un peu votre regard sur cette expérience. Jérôme de Verdière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous présentez la revue de presse sur Paris Première depuis 10 ans et vous êtes l'un des auteurs de Laurent Gérard, humoriste tous les matins sur RTL, dans un autre style que les humoristes de France Inter. Bonsoir et bienvenue. Haroun, vous êtes humoriste, vous jouez sur la scène du théâtre Édouard VII. C'est un stand-up qui s'appelle En vrac jusqu'au 20 février. Vous nous direz, vous, comment vous abordez ce métier et comment vous parlez des politiques. Jouent-ils à armes égales? Dites-nous, les politiques et les humoristes. Est-ce que, quand on est, vous allez nous dire, Olivia Grégoire, dans une matinale, mais vous y étiez jusqu'à récemment, au fond, on a le droit au débat? J'ai eu l'impression, d'ailleurs, en voyant le montage que vous avez bien fait,
que peut-être on arrive à un moment où c'est difficile de discuter effectivement en mettant face à face des hommes politiques qui ont des responsabilités et des clowns irresponsables dont le boulot est d'être marrant. Et j'ai l'impression que peut-être on arrive maintenant aux limites de l'exercice, qu'il faudrait peut-être tout simplement séparer les choses. Mais ça a déjà été un peu fait à France Inter. Avant, il y avait davantage de passages, de témoins. Là, on met, si je ne dis pas de bêtises, juste Charline Vanhoenacker à 7h55. Oui, c'est ça? Oui, c'est vrai que maintenant, il y a moins la rencontre face à face. Politiques. Voilà. Donc, ça a été déjà pointé du doigt comme un problème, cette impossibilité, au fond, de débattre. Vous parlez dans votre livre d'immunité humoristique. Oui, je crois que c'est presque le seul métier dont le discours est, disons, n'appelle pas de réponse, ne supporte pas la critique. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Il y a une immunité que n'ont ni les députés, ni les hommes politiques, ni les écrivains, ni toutes sortes d'artistes. Parce qu'il n'y a pas de temps de parole pour répondre, parce que ça n'est pas le lieu. C'est pas seulement ça. Parce qu'ils n'osent pas. C'est que l'humour est sacré. Il y a une sacralisation aussi de l'humour. Le caricaturiste, eh bien, on le sait, en France, et c'est un métier en deuil aussi. C'est un métier qui a coûté la vie à des gens. Donc, du coup, on respecte ça infiniment et peut-être on peut plus tellement y répondre. Ça pose une question. Par ailleurs, je dis aussi dans mon livre que beaucoup de comiques, en ce moment, se retrouvent élus. Dans des démocraties, dans des pays, des comiques deviennent présidents. Le bouffon du roi qui devient roi. Donc ça aussi, c'est se dire peut-être que, tiens, le pouvoir, le vrai pouvoir, il est peut-être pas là où on croit, c'est peut-être pas les hommes politiques qui... Alors nourrissent-ils ou pas le populisme? Affaiblissent-ils la parole politique? Tout ça, on va y venir, mais Olivier Grégoire, vous les redoutez? Vous êtes souvent dans les matinales radio. Vous les redoutez, les humoristes, ou pas? Non, moi, sur ce plateau, je suis la caution pas drôle parce que je suis une politique, mais en vrai, dans l'Assemblée, je suis plutôt la caution marrante parce que je me prends pas, je crois pas trop au sérieux. La vie est trop grave pour se prendre au sérieux. Le seul truc, c'est que je pense, comme l'explique bien d'ailleurs Frédéric Beigbeder dans son bouquin, l'humour est partout. En fait, quand vous vous rappelez de certains anciens, moi, qui comme Coluche, ou qui m'ont nourri, ou comme des proches, c'est vrai c'était un humour assez décapant, et je fais attention, mais j'ai quand même un grand monsieur de l'humour à ma droite, donc vous allez terminer les propos, mais il y a un truc qui est... On pouvait se foutre assez ardemment de la gueule des politiques, mais les politiques, je me souviens de Marchais, je me souviens de Pasqua, de machin, avaient aussi un peu ardemment le droit de répondre avec humour et de dire des choses qui n'étaient pas forcément décortiquées. Donc aujourd'hui, vous diriez qu'ils sont piégés, les politiques? C'est pas ça, c'est que l'humour est partout, l'humour est devenu politiquement correct. On ira plus loin, parce que pour moi, ce qu'on a vu, notamment sur Gérald Darmanin, c'est plus que de l'humour, c'est de l'ironie, c'est de la moquerie. C'est du ricanement? Le ricanement est un peu trop léger. C'est quoi? C'est cruel? C'est pas loin de la cruauté. En tout cas, c'est une méchanceté, c'est pas exactement le mot, mais c'est de l'ironie. On n'est pas dans l'humour positif. On parlait de négatif en intro, de négativisme français, du pessimisme français. Il y a de l'humour qui porte vers le haut. Il y a de l'humour qui enfonce en bas. C'est un humour qui, concernant les politiques, nous enfonce en bas à chaque fois. Et quand vous essayez... Alors, moi, je suis une petite parlementaire et je le tente pas souvent, je vais vous dire. Quand vous essayez, vous, parce qu'on est quand même des bons hommes et des bonnes femmes normaux, quand on est député ou autre, vous, peut-être d'avoir un bon mot ou d'essayer d'être comme vous êtes dans la vraie vie, de faire une blague ou machin. Ah non, là, désolé, mais ça passe pas. Tout de suite, vous êtes rattrapé par la patrouille. Pourquoi elle a dit ça? Elle s'est permis de... Et donc, je trouve que ce qui est terrible, à armes égales. C'est qu'on joue pas du tout aux armes égales. Et ce, d'ailleurs, au détriment du politique qui devrait pouvoir aussi se lâcher un peu plus. Et on est dans un espèce de cercle vicieux qui, pour moi, est grave parce que ça contraint le politique à être dans une espèce de posture assez sérieuse. C'était assez bien résumé par le monsieur de France Inter. Soit on se marre trop et c'est pas bien, soit on se marre pas et c'est pas bien. Ou avaler des couleuvres, parfois en direct. Ouais, mais François Rollin, tout le monde se il marre, a toujours le mauvais rôle. Moi, je partage ce point de vue sur le fait qu'on a maintenant un certain nombre d'humoristes qui sont plus des petits commerçants de la vanne et plus des professionnels du dénigrement que de véritables humoristes. Mais pour autant, je ne me sens pas fautif. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une petite table ronde avec l'ami Alain Finkielkraut et on a tous les deux dit publiquement au personnel politique, battez-vous, défendez-vous, arrêtez d'accepter ça. C'est eux qui ont commencé à accepter ça. Quand vous parliez des guignols, il y a un moment où les guignols sont devenus l'endroit où on avait le droit de tout dire, et les politiques s'y précipitaient en demandant leurs marionnettes, ils venaient se faire écharper là-bas. Ben non, n'acceptez plus ça, défendez-vous, battez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Tous ces hommes politiques, quand vous vous faites... Donc ils n'ont pas forcément le mauvais rôle, c'est eux qui le sentent comme ça, ils peuvent se défendre, si, ils devraient ils ont
le mauvais rôle, mais ils ont qu'à se battre, hein, c'est tout. Et ils ont qu'à protester. Ils ont qu'à dire à telle émission qui leur donne le mauvais rôle, ou par exemple, effectivement, il y a un humoriste qui va se foutre de leur gueule sans qu'ils aient le droit de répondre après. Ils ont qu'à dire je ne viens pas. L'autre, il va changer son fusil d'épaule. Donc il y a un rapport de force qu'ils peuvent installer. Bien sûr. Vous étiez à France Inter jusqu'à il y a quelques années, il y a 3 ans. Le livre de Frédéric Beigbeder, c'est aussi une charge contre ces humoristes militants, ces gauchistes, qui seraient au fond uniquement portés par une forme de bien-pensance et qui auraient tendance à vouloir l'imposer. Vous partagez cet avis-là? Oui. Alors, gauchiste, ça me semble un peu un raccourci, mais la bien-pensance, c'est certain. Allez vite. Tout France Inter et tout Radio France est teinté de cette espèce de bien-pensance où vous devez, et c'est la rançon de votre salaire, vous devez pouvoir pratiquer l'indignation sur commande, la compassion sur commande aussi. Donc voilà, et tout ce qui sort de là est mal vu par la station. Moi, j'ai eu C'est-à-dire que ce sont ces dirigeants qui l'exigent, c'est ça? Oui, les dirigeants ou les animateurs. Voilà, par exemple... je me souviens que j'avais eu un petit incident avec Patrick Cohen le jour où Manuel Valls avait pris l'avion avec ses 2 gamins pour aller voir du foot. Et Cohen faisait quasiment une émission spéciale pour dire à quel point on était indignés, à quel point on avait envie de famille. Puis moi, j'avais dit à l'antenne, et il m'en a beaucoup voulu, j'avais dit, je crois que c'est un mauvais combat. Vous savez, Patrick, si le Premier ministre est en bonne santé, moi je pense que c'est bon pour nous tous, c'est pas pour les 3 balles qu'il a dépensé en avion, tout ça. Et ben ça, c'est très mal vu. Vous devez... Voilà. Et quand on vous dit réfugié syrien, vous devez tout de suite avoir une larme et dire comme ça. Sinon, ça veut dire que vous êtes complice du malheur. Et voilà. Bon, et c'est cette espèce d'attitude très envahissante, effectivement. Comment vous réagissez, vous, au procès qui est fait aux humoristes à heure de grande écoute? Parce qu'il faut quand même expliquer que ça marche très très bien. Au fond, il y a quand même une demande, hein, et il y a des gens qui veulent voir, au fond, la tête de l'invité, souvent politique, se faire un peu dézinguer. Non, mais je pense que Frédéric et François pointent le doigt sur quelque chose qui est quand même particulier, qui est effectivement, en l'occurrence, France Inter, où les humoristes sont tous, d'ailleurs ils se déclarent même de gauche. Moi je pense que l'humoriste, quand il traite de politique ou d'actualité, il doit être ni de droite ni de gauche, il doit être drôle déjà pour commencer. Le problème c'est que les bouffons du roi, Frédéric en parlait, quand les bouffons veulent devenir rois et que les rois deviennent des bouffons. C'est ça le véritable problème. C'est ce qui est en train d'arriver. Voilà, et à la fois... les humoristes... Enfin, moi, j'ai entendu Finkielkraut, qui est mon idole par ailleurs, dire que aucun humoriste aujourd'hui pouvait se moquer du féminisme, de l'écriture inclusive, de l'antiracisme, etc. J'avais envie de lui dire, arrêtez, Alain, d'écouter France Inter. D'abord, vous faites du mal. Écoutez RTL avec Laurent Gérard, qui se moque de tout ça, mais qui se moque aussi de Marine Le Pen, qui se moque aussi de Jean-Luc Mélenchon, de Greta Thunberg, de tout le monde. Enfin, voilà. Haroun, l'humour qui est partout, l'humour qui envahit tout, est-ce que vous avez l'impression que vous avez du pouvoir en tant qu'humoriste? Non, moi je n'ai pas l'impression. Enfin, moi, personnellement, hein, je ne pense pas avoir un grand pouvoir, non, je pense avoir une possibilité de dire les choses, mais moi ce qui m'intéresse, c'est toujours de me poser la question, est-ce que je remets en question mon propre public? Donc, en tout cas, quand on prend les exemples qui moi, en tout cas, m'ont inspiré, comme Coluche ou des proches, j'ai plus l'impression que quand j'écoutais ça, eux me remettaient en question plutôt qu'ils me confirmaient dans ce que je pensais. Et je pense qu'un humoriste, dès qu'il va dans le sens de son public, bah, il crée un système et donc il crée une bien-pensance quelque part de son public qui l'écoute. Oui. Et donc on a envie, quand on est extérieur à ça et que ça nous fait pas rire, de dire bah, nous on n'est pas inclus dans le système, donc ça nous embête. Et sur l'engagement politique, des artistes engagés, des humoristes engagés, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Moi, je trouve ça... Enfin, en tout cas, quand on me demande si je suis un humoriste engagé, je dis toujours non, parce que j'ai trop de respect pour les gens qui sont vraiment engagés dans des vraies causes, qui se lèvent le matin pour aller s'occuper de SDF ou s'occuper de malades, etc. Ça, c'est l'engagement. En fait, c'est de faire une action et de prendre un risque. Oh, tu parles de l'engagement intellectuel, c'est pas... Oui, mais... quand vous écoutez Gaspard Proust aujourd'hui, c'est quand même de faire rire les gens. Guy Bedos il y a quelques années, voilà, c'était... Enfin, quel risque il prend réel, à part de faire une blague? Enfin, je veux dire, nous, comme le dit Frédéric, on est protégés. Faire des blagues, ça pourrait... Oui, mais au pire, on va avoir un procès, on va être viré d'une chaîne, mais c'est pas, vous ne voudriez pas un engagement. Mettre en avant vos convictions, vos options politiques, vos engagements?
dans vos spectacles. Ah non, mais moi, j'ai pas envie de tout ça. Pourquoi ? Ce qui m'intéresse, c'est de me dire à quel point moi, je suis con. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est con en moi, et qui fait que j'essaie d'avoir un statut social en essayant de ressembler à quelqu'un de bien. Mais au fond de moi, il y a quand même un humain qui a plein de défauts. Et c'est ça qui m'intéresse d'aller chercher. C'est en quoi, à l'intérieur de moi, il y a du racisme. En quoi, à l'intérieur de moi, il y a du sexisme. Et c'est ça qui m'intéresse d'aller gratter. Pardon, vous posez des questions sur une population qui, en réalité, a énormément changé depuis 30 ans. La population des humoristes. Elle a changé parce que, depuis à peu près 30 ans, a commencé la marchandisation du rire. Et la marchandisation nous a amené au fait que maintenant, l'humour est un produit. Donc, il y a un marché. Et quand il y a un marché, il y a forcément des gens qui sont dans la logique de marché et essayent d'en vendre un maximum. C'est-à-dire quoi que précisément la marchandisation ? traditionnellement, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Aujourd'hui, l'humoriste, c'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il pense, c'est un commerçant qui a intérêt, puis c'est son intérêt de commerçant, à dire ce que les gens attendent qu'il dise. Il y a une forme d'injonction mécanique à rire aujourd'hui en fonction d'un certain nombre de critères. Comme tous les commerces. Si j'ouvre une pizzeria, je vends les pizzas je mets sur ma carte les pizzas qui se vendent bien, pas les pizzas qui ne se vendent pas. Ce qui est intéressant, moi, je compare souvent ça avec de la restauration. Il y a non, mais c'est intéressant, l'industrialisation du rire. Il y a le McDo. Il y a l'étoilé, il y a celui qui fait de la bistronomie, il y a celui qui essaie de créer quelque chose. Il y a plein de niveaux dans la restauration, dans l'humour. Dans l'humour, il y a plein de niveaux. François Rollin, il a peut-être un statut d'étoilé. Moi, j'ai un statut de bistronome qui commence à faire son truc. C'est qui le McDo, là? Parce que ça, je suis inquiète. Bien sûr, mais il y a aussi le fooding du rire. C'est le fooding du rire. Non, mais il y a des gens, des humoristes qui font des zéniths. Donc, on est plus dans l'humour de masse sans dénigrer ça. Il faut aussi ça. Il faut qu'il y ait ça. Parce que forcément, les McDo. Alors, qui est responsable de cette marchandisation? Après, le vide idéologique actuel. C'est qu'en l'absence d'utopie, en l'absence de signification, peut-être à l'absence d'intellectuels aussi, qui ait une vraie vision du monde, eh bien, je pense que dans ce vide-là, les humoristes ont un peu pris la place des penseurs. Et c'est là où ça devient préoccupant. Mais qui est responsable, c'est comme si vous demandez qui est responsable de la prostitution, qui est responsable de la société de consommation. On ne sait pas très bien. Mais c'est la course à l'audience. C'est l'audience qui fait que finalement, on demande aux humoristes qui travaillent dans les grandes radios, au fond, d'appuyer sur le bouton en fonction de l'auditoire. Les politiques sont aussi un peu coupables quand même, parce qu'ils pourraient... ils peuvent avoir une hauteur de vue qui n'est pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, celle de l'époque. Quand on voit le président de la République poser avec deux jeunes hommes antillais qui font des doigts d'honneur torse nu, personne l'a obligé de s'abaisser à ce niveau-là. Personne l'a obligé. C'est pas un humoriste qui l'a obligé. Voilà. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure François. Quand il y a Marine Le Pen qui refuse d'écouter les humoristes de France Inter, en l'occurrence, c'est son droit, et deux, elle a raison. En fait, elle a raison. Ils doivent se battre. Ils doivent se battre. Moi, à titre personnel, je refusais, quand j'étais chez Cohen et dans la matinale d'Inter, je refusais de dénigrer, quelles que soient les opinions sur lui, de dénigrer un homme ou une femme politique qui venait, parce qu'il n'avait pas le droit de réponse derrière. Donc moi, je veux bien m'amuser à dénigrer quelqu'un, si ensuite il peut me claquer le beignet avec beaucoup d'esprit Mais là, le système, c'était, il y a l'invité, puis après, l'humoriste lui casse du matériel sur le dos. Je l'ai fait souvent, ça. Je fais souvent. Olivier Grégoire. C'est assez facile. Bah oui. Il y a, je trouve intéressant le sujet sur de gauche, pas de gauche, sur France Inter. Et j'aimerais bien dire un mot sur ce que vous avez dit sur le président aussi. Je crois qu'en fait, on s'en fiche un peu de savoir si... c'est pas mon sujet, moi, de savoir si France Inter... c'est pas mon sujet non plus, parce que moi, ça commence par là, mais je parle de tous les médias. Ce que je pense assez grave, j'aurais juste posé ça dans le débat sans jouer à la pessimiste, mais bon, allez, on se marre, ça dézingue du politique à tour de bras, ça fait de l'audience, on se marre, ça dézingue du politique, tout ça est plutôt chouette. Ça tape plutôt sur les volets de droite de la politique actuelle, et ça se dit de gauche, mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de couleur politique à la façon dont les politiques se font taper par les humoristes. Je crois que c'est le politique, qu'il soit de gauche ou de droite en réalité, qui est a priori la source, plus que de l'humour, mais des moqueries. Et au même titre qu'il est plus facile d'écrire sur le malheur que sur le bonheur, il est toujours très chic dans les cafés, les dîners, les machins, d'aller
casser du politique. On l'a fait, on le fait, on le refera. Les Français sont comme ça, c'est aussi dans notre mental. Moi, j'ai une question. Là, pour revenir sur le rire, ça nourrit une certaine forme de haine ça du nourrit politique. peut-être éventuellement une certaine forme. C'est que c'est en train, et je voudrais le poser là, de terminer, et vous le dites avec plus de violence que je ne le dis. Oui. Je ne vais pas lire à l'antenne, mais le mot est plus fort. On se fait terminer à coups de latte dans des matinales. Et après, on dit, c'est bizarre quand même, les Français n'ont plus confiance dans les politiques et les politiques sont tous des cons. Non, mais attendez. Je voudrais dire, ça n'a pas commencé avec France Inter. Les Guignols ont aussi un peu commencé le travail. Attendez, Haroun, il faut que ce soit contradictoire. Je pense qu'on arrive aussi, et on va en parler, je pense, c'est pas anormal que certains politiques se disent, plutôt que d'aller prendre de la hauteur de vue, là-dessus, j'adhère assez à ce que vous avez dit, je vais plutôt me vautrer dans la fange humoristique et ça fait du Pépé Grillo et ça fait du Trump. Pépé Grillo, Trump, attendez, je veux juste on va venir à la question justement où tout ça nous amènera. Des comiques qui gouvernent. Mais dans la situation actuelle. Excusez-moi, juste une petite question, je vous donne la parole. Les politiques aussi, ils badinent sur certains plateaux de télévision. Badiner, c'est-à-dire ils s'amusent, ils vont dans certaines émissions. Non, mais pas seulement dans des matinales. Là, j'élargis un peu le débat. Il y a des politiques qui vont chez Cyril Hanouna, voilà. Vous le regrettez, vous? Moi, je le regrette, moi, je le fais pas, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Roland, à 200%. Je parle de ministre aussi, du gouvernement. Eh ben, je maintiens mon point de vue. Dans la majorité que vous représentez. Complètement. Je maintiens mon point de vue, et Roland a raison. On a le droit de refuser, on a le droit de dire non, et on ne le fait pas assez. Oui. Haroun, vous vouliez réagir. On nous tape dessus. Et à la fin, il ne faudra pas s'étonner si on ne veut plus être élu. C'est un peu le message d'Olivier Grégoire. Je pense qu'il y a quand même... Les politiques se tapent assez dessus entre eux pour se suffire à cette violence-là. Faut pas... Enfin, de la violence en plus, c'est pas forcément toujours nécessaire, vous savez. Oui, je suis d'accord, mais maintenant, la moquerie... elle existe. Après, on va pas commencer à se victimiser parce qu'il y a quelques chroniqueurs qui, en effet, vont parfois loin. C'est le principe de l'humour, c'est d'aller aussi flirter avec les limites. Si on va pas flirter avec les limites, on arrête tout de suite de faire des blagues. Et dans ce cas-là, il faut dire, on arrête de rigoler. Parce que ça veut dire qu'on va jamais... C'est pas le sens de mon propos. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Je dis juste que quand tu as des extrêmes qui vont bien et des Français qui vont plus voter... Je pose la question de la défiance. Qu'est-ce que ça amène à la défiance politique? Je dis pas que j'ai raison ou tort dans mon point de vue. Moi, je pose la question, est-ce que les humoristes ont vraiment un tel poids? Ou est-ce que les gens, franchement, au café... Oui. Alors, franchement, la disqualification du personnel politique... Allez dans un bar PMU, allez vous assoir, vous verrez qu'ils n'ont pas besoin des humoristes pour vous tailler. J'ai commencé par dire on le faisait nous-mêmes entre nous, mais comme c'est pas il y a la violence en politique qui est extraordinaire, et vous vannez entre vous aussi. Cet argument ne tient pas. Ils ne sont pas solidaires. Tu ne peux pas comparer la dureté... Pardon, vous ne pouvez pas comparer la dureté du combat politique. Oui, la politique, c'est dur, et oui, on se fout des batailles entre nous. Juste un truc, mais t'en prendre en plus à l'extérieur, je pense que si le public est friand de cette violence-là, c'est parce qu'il y a une injustice qui est vécue, qui fait que le fait de faire des blagues sur les puissants, ça leur rend un peu justice là où ils ont l'impression d'avoir vécu. Oui, donc c'est là que ça m'inquiète. Et c'est là. Frédéric Becbédé pour répondre. C'est l'argument classique, mais ça veut dire qu'une violence dans une société se concrétise à un moment dans un propos. Et il faut dire que là que les humoristes ils concrétisent un propos qui est violent, mais c'est pas les seuls. Peut-être que vous êtes le réceptacle d'une forme de violence dans la société. Vous en êtes un symptôme, pas la cause. J'accuse pas. Attendez, pas tous en même temps. Frédéric Becbédé. C'est pas du jargon. Non, moi j'ai juste une chose. Allez-y, parce que le débat, il vient quand même. Chez vous, c'est pas du jargon. Il arrive dans le débat public à cause de votre livre. Alors allez-y, Frédéric Becbédé. Haroun a raison. Il a raison. Il faut toujours dire qu'il a raison. Comme ça, non, Haroun a raison. C'est vrai que les humoristes se défendent toujours en disant nous combattons les puissants, nous sommes un garde-fou et nous disons la vérité aux puissants. Heureusement qu'il y a ça. Le problème, c'est que quand ça devient un humour permanent, un humour de fond, comme il y a des musiques d'ascenseur, et que toute la journée on entend ça, pas que sur France Inter, partout, ça disqualifie un peu le politique. Et ça ne devient pas comment dire, le message contre les puissants. Ça pose la question de la qualité de l'humour. Un nouveau pouvoir et même une vengeance d'un puissant. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. On évoque le discours critique, et sur ce discours critique, même extrême, nous sommes tous d'accord. Ce que nous dénonçons, c'est cette espèce de dérive démago-poujadiste qui consiste à discréditer en permanence le personnel politique. Mais qui baisse la qualité, surtout.
qui baisse la qualité de l'humour, parce que l'industrialisation de l'humour baisse la qualité. Donc attendez, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, les politiques eux-mêmes... Il y a une vraie responsabilité de toute une frange des humoristes, une vraie responsabilité d'avoir discrédité le personnel politique en disant les ministres, c'est des gros cons, des incapables et tout ça. On vous sent inquiet, François Rollin. Vous avez l'impression que les politiques, à force d'être discrédités, et c'est pas uniquement j'ai aucun doute humoristes, que ce discrédit beaucoup d'autres causes. Les humoristes et les rigolos de service sur le personnel politique a des effets négatifs. Lesquels, et des effets, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la jeune génération, on va dire bien plus facilement qu'on ne le disait autrefois, oui, bah, ils pensent tous pourris, des gros feignants, ils n'y connaissent rien, t'as une ministre de la justice, ils ne connaissent même pas. Voilà. François, pardon, Jérôme de Verdière. Si un humoriste dit à un ministre « t'es un con », en fait, il ne fait pas son métier parce que c'est pas drôle. Déjà. Donc, il est exclu du terrain de l'humour. Donc, on ne devrait même pas en parler. C'est pas bien de le faire et c'est pas drôle, surtout. C'est nul. Mais moi, je voudrais juste revenir sur la hauteur de vue. J'ai une anecdote qui me revient. C'est Jean Amadou, qui était un chansonnier. J'ai eu la chance de commencer la revue de presse avec lui. Et il m'avait raconté une anecdote. Il avait créé le Bébé de Show, juste avant les Guignols, quelques années avant. Et ils allaient très loin, très fort dans le Bébé de Show. Et ils faisaient de Mitterrand, qui était président de la République à ce moment-là, une grenouille qui se prenait pour Dieu. Et à la fin du deuxième septennat de Mitterrand, et il savait qu'il allait mourir, enfin, il était très malade, etc. Il convoque Jean Amadou. Jean Amadou se dit, il va me pourrir, quoi. Ça va être horrible. Et pour prévenir le truc, Jean Amadou lui dit, vous savez, Monsieur le Président, les Français vous ont fait 2 fois président de la République. Moi j'ai fait mieux, je vous ai fait Dieu. Et là, François Mitterrand, malade, vieux, lui répond, cette réputation que vous m'avez faite était très exagérée. Alors, il se dit, Jean Amadou se dit, oh, qu'est-ce que je vais me prendre? Très exagérée parce que, voyez-vous, Dieu est immortel et je ne le suis pas. Est-ce qu'on peut imaginer ce dialogue entre 2 personnes très cultivées, très bonnes dans leur métier, j'allais dire, l'une et l'autre, les mêmes aujourd'hui avec un humoriste d'aujourd'hui et un politique d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je pense que l'abaissement du niveau... Je voudrais qu'on vienne pour terminer sur la question des gouvernants, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre. Dans certains pays, pas partout, ils gouvernent. Un Donald Trump qui a été un héros de la télé-réalité, un Zelensky qui était comique professionnel. En France, ce n'est pas le cas. Mais il y a eu, lui, en 1981. Souvenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous prenez au sérieux? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais effectivement, ma candidature... On vous invite pour vous expliquer. Oui, je sais, c'est l'endroit où vous parlez vite pour qu'on n'ait pas le temps de parler. Mais je vais m'habituer parce que je l'ai déjà vu, l'émission. Ma candidature est très sérieuse dans la mesure où j'ai plus de chances d'avoir des voix que les autres candidats qui se présentent, quoi, tout simplement. Coluche, 1981. Il a ouvert une brèche, c'est sûr. Avant de se retirer, il était à 38%. Jacques Attali l'a convaincu de se retirer, à moins qu'il ne se soit présenté. On ne sait pas ce qui serait passé. Puis peut-être qu'il aurait été élu, ou peut-être qu'il aurait fait battre François Mitterrand, que Mitterrand n'aurait pas été élu et Giscard aurait été reconduit. On ne sait pas trop. C'était un moment assez incroyable, quoi. Et qui a créé un précédent. Et ensuite, il y a eu Beppe Grillo en Italie. Sauf que c'est pas drôle ce qu'il fait. Là, il n'est pas humoriste. Il devient homme politique. C'est ça le problème. Il devient dégagiste. Voilà. Alors, les humoristes font de la politique. En quoi vous trouvez que tous ces humoristes nourrissent une forme de désengage permanent, de dégagisme qui pourrait faire en sorte qu'on soit comme en Ukraine, ou pourquoi pas un Boris Johnson qui a beaucoup joué les clowns. Avec le Brexit. Si vous avez un débat où avec d'un côté quelqu'un qui dit comment il voudrait réformer le pays, c'est chiant, et en face quelqu'un qui dit vous êtes tous des cons, vous êtes tous des salauds, vous en foutez plein les fouilles, votez pour moi si vous voulez dégager tous ces escrocs. Évidemment, malheureusement, le deuxième a une position plus confortable que de parler de réforme. Mais c'est pas leur donner. Là, il n'y a pas de fatalité. Il faut dire aux électeurs, ne vous y trompez pas, même quand un humoriste vous amuse beaucoup, rigolez bien à ses blagues, mais demandez-vous s'il a vraiment les épaules pour diriger le pays et pour être aux affaires. Haroun, la réponse, en ce qui concerne Coluche, la réponse est il le savait bien lui-même, et non, bien sûr, ce garçon-là n'avait pas les épaules pour réfléchir au ministère de l'Agriculture et à... On a dit que, en gros, l'humour avait tout envahi, que c'était une marchandisation, qu'il avait changé de nature, parfois basculé dans le ricanement, qu'il avait parfois du pouvoir, et dans certains cas, il gouverne.
Ça fait beaucoup quand même quand on est humoriste. Vous êtes d'accord? Dans quelques années, Haroun président. Bien sûr, non, mais... je me présente là. Non, mais est-ce que c'est vraiment le symptôme d'un problème oui, mais alors, la cause réelle? Est-ce qu'à partir du moment où on est drôle, on est humoriste? Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on met l'humoriste là-dedans, parce que l'humoriste, pour moi, c'est un métier, c'est sur scène. Quand on est en chronique, on est chroniqueur. On vous l'a jamais proposé, vous, la matinale de France? Bah si, moi j'ai essayé quelques fois 6h55 en période de Noël, et j'ai pas du tout aimé l'expérience, et j'avais essayé aussi chez Noël, uniquement. Ouais, chez Ardisson aussi j'avais essayé, et j'ai pas du tout aimé non plus, parce que... Pourquoi? Parce que mon propos est dénaturé par le média, en fait. Je pensais faire de la radio, en fait, elle était filmée. Je pensais faire de la télé libre, en fait, elle était montée. Et il y avait des choses qui disparaissaient au montage et tout. Moi, je trouve que la création était un peu dénaturée parce que je la maîtrisais pas jusqu'au bout. En fait, je pense qu'il y a aussi un problème, c'est qu'il y a des gens à qui on demande de faire de l'humour et de devenir humoriste dans des émissions, plein d'émissions, mais Frédéric en a fait partie à la base. Vous êtes écrivain. Sauf que je ne suis pas du tout humoriste. Oui. Vous êtes écrivain, on vous a demandé de faire des blagues, et il y a des humoristes à qui on demande leur avis. Et donc on a un mélange entre éditorialiste et humoriste qui crée un truc. Oui, mais un parce peu que c'est bâtard. un abus de langage d'appeler ceux qui font métier de faire rire sur scène, de les appeler des humoristes. On les appelle normalement des comiques. Maintenant, on ne veut plus utiliser ce mot, et pourtant c'est ça, c'est des comiques. Il est devenu Un humoriste, c'est quelqu'un. Un humoriste, c'est pas un métier humoriste. Hein. L'humour, c'est pas une discipline. D'accord, L'humour, ok. c'est un état d'esprit. Très bien, donc que ça soit. Madame peut être aussi pleine d'humour et en son sens. Voilà, en un ouais, sens, elle est humoriste. D'accord, donc je parlais du métier, d'écrire quelque chose sur scène, et donc d'avoir un espace de liberté sur scène qui n'est pas le même que celui des médias, qui est dans les médias, il est très ramassé, il faut être très efficace. Moi, j'aime pas du tout, j'ai pas réussi à me prêter à l'exercice. Et donc, il y a une confusion un peu des genres, qui fait qu'il y a des gens qu'on sort de scène pour aller faire des blagues et qui doivent absolument être performants, avec des gens qui les jugent à côté et comme une espèce de patron. Donc il y a eu aussi l'effet inverse. Il y a le fait de pouvoir rire parce qu'il y a Tex qui s'est fait virer de France 2, il y a Jean-Marie Bigard qui a souffert de sa blague aussi. Donc on a l'impression d'être une forme de censure. Oui, une sorte de censure, ou d'autoconviction qu'on va dans la bonne direction, donc on s'auto-censure sur le reste, quoi. Je suis pas... Un mot pour conclure. Ça tombe sur aujourd'hui sur moi. Faut être non, mais c'est performant. Ouais, c'est pas ma spécialité, pour le coup, c'est pas mon métier. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a dit un truc qui est quand même hyper paradoxal. Je sais pas ce qu'on fait. Oui, mais vous allez continuer, vous allez répondre aux humoristes. Vous dites une chose qui est super intéressante. On a dit l'humour est de plus en plus partout, c'est devenu une sorte de profession, c'est un job à part entière, c'est la marchandisation de l'humour. En fait, l'humour est devenu politiquement correct. Ça fait bien. Pas tous. Je vous jure que pas tous. Non. Et je vous inviterai sur Paris. Ça, c'est votre point de vue. Allez, un mot de conclusion. Mais je vous regarde et vous avez raison. Mais la prochaine fois, vous répondrez. C'est. Non, mais en fait, il y en a de plus en plus partout de rire. Mais en réalité, on se marre de moins en moins. Ah, voilà, et vous venez de le dire. Tex, vous avez raison. Bigard, vous avez raison. Je vais pas me faire que des amis. Et chez les politiques, c'est pareil. Il y en a de moins en moins qui sont marrants. On se marrait à l'époque. Chirac était marrant. Non, mais Raffarin était marrant. Allez, on va se quitter sur cette note. Il y a de plus d'humour et c'est de moins en moins drôle. Ouais. L'humour est une denrée rare. Donc voilà. Elle ne se transmet pas forcément de génération en génération. Vous restez avec nous. J'aurai une toute dernière question à la toute fin de l'émission à vous poser. Pour savoir si vous réfléchissez pendant ce temps-là. Avec le recul, vous avez compris ce qui s'était passé dans notre... Non. Bon, on va accueillir Brigitte Boucher pour terminer cette émission et sa chronique. Parce qu'elle va nous parler d'une émission attendue par certains, peut-être à droite, de François Fillon ce soir. Brigitte Boucher, sa journée à l'Assemblée. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Myriam. Alors c'est le grand retour médiatique de François Fillon ce soir sur le service public. Il n'y aura pas d'humoriste, hein, ça c'est garanti. 2 journalistes, 2 heures, 1h30 de tête-à-tête avec Léa Salamé et Thomas Soto. Comment la droite vit-elle cet événement médiatique, ce retour-là? Écoutez, je pense qu'ils ne seront pas devant leur télé en tout cas. Ceux que j'ai interrogés m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne serai pas derrière la télé parce qu'ils ont opportunément une réunion publique, un comité départemental qui fera qu'ils auront une bonne excuse. Certains disent peut-être que je regarderai en replay. D'autres disent oui, je vais regarder.
demandé. Je suis curieuse de savoir ce qu'il a à dire. Ça, c'est une de ses proches qui m'a dit ça. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que vous attendez finalement de cette intervention, eh bien, ils disent rien, aucune excuse. Finalement, François Fillon est incapable de cela. Il est beaucoup trop orgueilleux. La plupart, en tout cas, veulent tourner la page. Ils en ont assez. Alors, il y a un député qui est très agacé qui dit il a fait beaucoup de mal à notre famille politique, qu'il ferme sa gueule. Alors, donc, ça arrive évidemment à un mauvais moment, en tout cas pour la droite, puisqu'il va y avoir un procès qui s'ouvre. Oui, alors là, c'est vrai que les Républicains sont en pleine campagne des municipales et ça arrive au plus mauvais moment, eux qui veulent reconquérir le pouvoir. Donc en fait, ils tentent de minimiser, finalement, de banaliser cette intervention de François Fillon. Ils feignent l'indifférence, ils disent que c'est un non-événement. Pour autant, comme François Fillon ne reviendra pas en politique, ils se disent que tout cela n'est qu'un événement médiatique. Mais ça va quand même remettre les affaires sur le devant de la scène. Et finalement, on sait bien que ce procès se tiendra en pleine campagne des municipales. Ça va donc faire un petit peu de mal à droite. Et pourquoi a-t-il souhaité cette interview, François Fillon ? Il veut livrer sa part de vérité, François Fillon, lui qui a brutalement quitté après 40 ans la vie politique sur cet échec au premier tour de 2017. Ce soir-là, il disait « Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Ce moment est sans doute arrivé pour lui. On sait que son procès se tiendra du 24 février au 11 mars. Alors, il veut dire sa vérité devant les Français avant de la dire devant les juges. Son avocat dit qu'il a été condamné par l'opinion. Il est donc normal qu'il se défende devant le tribunal qu'il a jugé. Les députés disent qu'il veut laver son honneur, ne pas quitter la vie politique sur une affaire de costume. C'est un homme blessé, il a été assassiné médiatiquement, me dit une proche. Son image est totalement décrédibilisée, alors autant qu'il dise ce qu'il a à dire. Merci beaucoup Brigitte, on voit que voilà, des hommes politiques et les affaires nourrissent les... rire, du coup, les humoristes, et pour longtemps. Merci infiniment. Je montre le livre parce qu'il est sans titre, c'est L'homme qui pleure de rire, c'est signé Frédéric Becbédé. Et c'est bien plus qu'un règlement de compte avec France Inter, c'est une véritable réflexion sur le rire, la drôlerie dans nos sociétés. Merci d'avoir suivi cette émission. À demain.